Empreinte, une émission conçue et présentée par Abdelkrim Tazarout, réalisée par Kamel Oularbi, chaque vendredi de 10h à 11h sur Alger Chaîne 3. Amis auditeurs, bonjour, vous êtes avec Empreinte, votre émission hebdomadaire consacrée aux livres, à la littérature, et nous recevons aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, Mohamed El-Kurti, qui nous vient de Mascara. Mohamed, bonjour. Bonjour Abdelkrim, bonjour aux auditeurs, salam alaikum, j'espère que tout le monde va bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour cette invitation. Voilà, c'est un plaisir de vous recevoir. Alors, Mohamed El-Kurti, comment le présenter? Il a deux casquettes. La première que je lui connaissais, c'est celle d'être responsable d'un ciné-club à Mascara. Donc, il nous vient de Mascara. Et la deuxième que je viens de découvrir, c'est qu'il est auteur d'un premier ouvrage qui est donc un recueil de nouvelles. Et il est édité chez Kasbah Éditions. Ça s'appelle Nouvelles de l'inframonde. Voilà, donc nous allons parler de littérature, nous allons parler de votre ouvrage, de Nouvelles de l'inframonde, et nous allons évidemment parler de cinéma, parce que, comme par hasard, même dans vos nouvelles, il y a du cinéma, et vous parlez de cinéma. Donc, comment vous êtes arrivé à l'écriture? Comment on est arrivé à l'écriture? Je pense que ceux qui aiment la littérature, qui aiment lire, forcément un jour ou l'autre, je pense qu'ils caressent le rêve de aussi raconter des histoires que des gens liront. Donc, comme ils ont pris du plaisir à lire certains livres, je pense une sorte de pourquoi ne pas aussi donner du plaisir à d'autres. Comme on m'a donné du plaisir, moi aussi, si j'ai des trucs à raconter, si j'ai quelques histoires là, pourquoi ne pas les partager? Donc c'est venu ainsi, je pense que c'est un rêve que je caressais, de plus que comme je vais essayer de combiner entre le rêve du cinéma et le rêve de la littérature. Je voulais faire du cinéma. Et j'ai même passé un examen en étant à l'université qui a été initié par, l'un des rares qui a été initié par la télévision algérienne à l'époque, où j'ai même signé un contrat de 7 ans après avoir réussi. Mais on a même eu un multiple choice, choix multiple de pays où on voudrait expliquer pourquoi on voudrait aller vers tel ou tel pays pour un stage de formation de réalisateur. Donc on a signé le contrat de 7 ans, je pense, à l'époque. Puis, comme par hasard, ou pour une raison qui m'échappe, qui reste inconnue, ça a été annulé, tout a été annulé. Donc j'ai continué à exercer votre passion, à exercer d'abord ma vocation, l'enseignement, exercer dans l'enseignement. J'étais prof d'anglais pendant une dizaine d'années. Et toujours cette idée de vouloir écrire aussi, de me rabattre sur l'écriture. J'ai pas réussi à être cinéaste, donc je me rabats dans l'écriture. Et comme vous le dites, monsieur Abdelkarim, le cinéma transparaît dans mes nouvelles. Bien que je n'en parle pas directement, ou qu'il y ait une nouvelle où je parle de film ou de cinéma, mais la plupart, c'est surtout le type de narration, le type d'écriture qui rappelle un peu le monde du cinéma, je pense. Ça, moi, j'ai vu du cinéma dans ce recueil de poèmes où il y a de très belles nouvelles qui, à mon avis, sont aptes à être adaptées à l'écran. Ah, carrément, oui, carrément. Je pense cinéma, donc automatiquement, l'influence du cinéma, elle est tellement présente dans ma formation donc je ne peux pas ne pas penser cinéma. Donc automatiquement ça se lit comme je ne dis pas comme un scénario, mais une narration presque. C'est-à-dire qu'il y a l'influence des écrivains américains qui ont le don justement de d'écrire en pensant cinéma. Je pense à Steinbeck peut-être, je pense à
Hemingway, je pense à quelques écrivains dont des auteurs de science-fiction et de fantastique, comme Richard Matheson, qui pensent. Je pense que l'écriture est très influencée par le cinéma. Alors, quand vous dites j'ai eu du plaisir à lire, donc vous avez certainement commencé à lire très tôt, très jeune. Oui. Vous avez découvert la lecture très jeune, à l'école, l'école, à la maison, les parents. Mon père, Allah yarhamah, était imam. Et chaque soir, il nous donnait à lire, il nous faisait la lecture de l'Ajroumia, c'est la grammaire arabe, et puis il nous donnait à lire des livres d'histoire, des classiques. Des classiques. Mais surtout, j'ai découvert la lecture. Bon, mon père est mort un peu tôt, en 71, à l'âge de 58 ans. Mais en même temps, en parallèle, il y avait une cousine qui habite ici à Alger actuellement, depuis un certain nombre d'années, qui est à Mascara, et qui m'a fait découvrir la littérature française, la littérature enfant. Si on veut anglo-saxon, parce que la littérature pour enfants, il y a un auteur qui est très prisé par les enfants, c'est Enid Blyton, une femme qui écrivait le Club des 5, qui est très connu, le Club des 7, le Club des 5, Fantomette. Donc on a commencé avec le Club des 5, la Bibliothèque Rose, et puis on est passé, et la Comtesse de Ségur aussi, la fameuse Comtesse de Ségur, dont j'ai lu toute l'œuvre, la saga. Toute l'œuvre de la Comtesse de Ségur, Le Bon Petit Diable, Les Mémoires d'un âne, Jean qui lit, Le Pauvre Blaise, toute l'œuvre de. Et puis on est passé à la Bibliothèque Verte avec les 6 compagnons de Jean-Paul Monzon, et puis Michel et tout ça. Donc, et puis on est passé à d'autres littératures. Et puis on est arrivé à la littérature relativement adulte, les livres de poche, les collections de. Et ça nourrit bien sûr l'imaginaire de l'écrivain que vous êtes devenu. Et la bande dessinée. À travers la bande dessinée. Aussi. Un féru de la bande dessinée. Un féru de bande dessinée, au point où on voulait en faire. À un moment, on a commencé à en faire avec un certain Djibar Tahar, que je salue ici, qui avait un talent fou, mais il a lâché. Puis un certain Dahout Apti, que je considère comme une sorte de maître spirituel, car il m'a ouvert l'univers vers non seulement la science-fiction, le fantastique, un autre type de littérature, qui m'était plus ou moins étranger, mais pas tout à fait, et un certain type de cinéma aussi, et un certain type de littérature anglo-saxonne et en particulier américaine. Ouais. Steinbeck en particulier, ouais. Et quelques autres auteurs, Sherwood Anderson, Faulkner, voilà, donc c'est par ce biais que j'ai élargi mes horizons littéraires, j'ai élargi mes horizons cinématographiques. Quand même, vous gravitez dans la même sphère. On est le livre, la bande dessinée, le cinéma, ça se rapproche. Oui. Vous ne quittez pas ce monde de création, d'imagination. Oui, disons que ce sont des mondes qui élargissent non seulement notre horizon, mais ils étendent aussi, disons, je ne sais pas, je trouve que la littérature, être dans la littérature, surtout si on est créatif, si on essaie d'écrire, c'est une sorte de prolongation de notre existence, on essaie par ce biais de nous illusionner que notre vie ne va pas s'arrêter à notre mort. Donc, au-delà de notre mort, non seulement en tant que lecteur, mais en tant que créateur, en tant qu'écrivain, en tant que cinéaste, et même en tant que lecteur, ça apporte un plus, ça apporte une dimension autre à notre vie, une dimension non seulement de plaisir, mais pratiquement d'une existence parallèle par rapport à celle qu'on vit. Donc on a la chance, si on aime ça, de vivre plusieurs vies. Donc notre vie qui est limitée, qui est étroite, s'élargit par la lecture, par le cinéma, par la musique aussi, par la bande dessinée et tout ça, par ce genre de... Très bien. Et c'est quoi cette fascination pour le fantastique? La fascination que vous avez et qui transparaît dans vos nouvelles. Oui. Pourquoi vous êtes fasciné par ce genre fantastique? La question elle est un peu difficile. En fait, j'aime toute la littérature, tout ce qui est bon. D'ailleurs, mes 2 plus grands auteurs, parmi les
plus grands auteurs que j'affectionne, ce sont des écrivains qui n'ont rien à voir avec la science-fiction fantastique. Un auteur comme Philip Roth, auteur américain, n'a rien à voir avec le fantastique. Ou là, un Romain Gary, par exemple, dont j'adore, que j'ai découvert un peu tardivement, relativement. Et même Philippe Roth, que j'ai découvert un peu tardivement, dont j'ai lu presque toute l'œuvre, ce sont des auteurs qui n'ont rien à voir avec le fantastique, la littérature. D'ailleurs, je prépare un roman qui n'a rien à voir avec aussi le fantastique. Donc un roman assez autobiographique, inspiré d'eux. Mais le fantastique, je ne sais pas pourquoi, il y a une prédilection pour un auteur qui m'a, disons, dessillé les yeux vers cet univers un peu particulier, cette dimension de l'anormalité, anormalité, de l'anormalité comme Howard Phillips Lovecraft, qui est un digne successeur, peut-être dans certaines œuvres qui dépassent Edgar Poe, son maître à penser. Maître à penser. Il y a Edgar Poe bien sûr, mais Lovecraft, je suis tombé totalement amoureux une fois que j'ai découvert un recueil qui s'appelle Dagon, justement grâce à cet ami Tapti Daho, c'était un ingénieur agronome qui est devenu aveugle, qui a écrit un livre qui a été édité par Casbah, un polar. Ah, j'aimerais bien le... Et puis il a édité le livre. Si jamais on se procure ce livre, on va lui rendre hommage. Ah, ce serait pour ses enfants, ses filles. Vous serez invité pour en parler. Ah oui, ça serait un couronnement extraordinaire. Donc, ce Dagon, c'est un recueil de nouvelles de Lovecraft, mais il a des œuvres fantastiques. Il a la couleur tombée du ciel, il a créé aussi un monde. Arkham, il a créé un monde avec des personnages, avec des villes merveilleuses, fantastiques, la magie, tout ça. Donc c'est un univers qui ne pouvait que me fasciner, même dans le cinéma. Hein. On a même actuellement, je ne sais pas, des séries qui me fascinent, qui m'ont fasciné, comme le Seigneur des Anneaux, comme... Dans le bouquin, j'avais le bouquin depuis une trentaine d'années. Hein, très bien. Une trentaine d'années, une quarantaine d'années ou plus. Oui, plus de 40 ans, pratiquement. Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, c'est des univers, je ne sais pas, ça titille un peu l'imagination. Ça... Est-ce que ça offre plus de liberté, le fantastique? Est-ce que tout est permis et ça offre plus de liberté pour un auteur? Oui, ça offre plus de liberté, mais encore faut-il avoir non seulement de l'imagination, mais le don de l'écriture Non, en dehors du fait d'avoir le don de l'écriture. Ah, c'est-à-dire comme... oui, bien sûr, ça offre des libertés, ça offre... Tout est permis, on va dire. Pratiquement, oui. Pratiquement, tout est permis, en gardant une certaine logique propre à cet univers. En gardant une certaine logique, tout est permis, mais... Bien sûr, je parle bien sûr cohérent par rapport, oui, bien sûr. Par rapport à... Mais ce que j'ai remarqué en lisant ce recueil de nouvelles qui s'appelle Les Nouvelles de l'Inframonde, vous partez quand même sur une base que je dirais assez réaliste. Oui, si on prend par exemple la première nouvelle Covidium, je n'ai pas fait grand-chose qu'extrapoler sur une possible prolongation de l'état Covid, une possible prolongation d'un virus qui dure dans le temps. Et j'ai essayé d'extrapoler un virus vraiment violent qui balaye des vies, qui balaye des centaines et des milliers et des millions de vies. Et donc je n'ai fait qu'essayer d'imaginer qu'est-ce que ça pourrait créer comme situation. Donc j'ai essayé d'imaginer une situation où la population est presque décimée, il ne reste que quelques personnes qui essaient de vivoter par-ci par-là, et les rapports entre eux. Donc je parle d'un fait réel, une épidémie ou une pandémie qui a existé, qui a ébranlé le monde. Qui a ébranlé le monde. Donc on était qui a duré plus de 3 ans. Oui, on était dans un monde post-apocalyptique. Absolument. Non, c'était vraiment... vide, pratiquement, on était en plein fantastique, en plein science-fiction. Ça reste de la science-fiction. Oui, c'est-à-dire on n'arrive pas encore... Le thème de survie, le thème de... D'abord, il s'agissait de survie, parce que
confinement, on en a connu, hein. Oui. Pour des raisons X, on a connu des confinements obligatoires. Mais le confinement vécu durant donc, le Covid, là, cette épidémie, a été quand même une épreuve pour tout le monde, le monde entier. La planète. Parce qu'il y a eu des confinements, mais qui étaient localisés dans certaines régions où il y a des conflits, etc. Mais toute la planète en même temps, toute la planète était en quête de médicaments, de traitements, donc de vaccins, de bavettes. Et interdiction de sortir, Interdiction totale, où il fallait donc des autorisations pour... et l'ultime, j'allais dire drame, l'ultime cicatrice, c'est enterrer un être cher sans présence. Sans rituel, sans cérémonie, de la famille, sans ça. Oui. Ça, c'est vraiment pesant. Justement, il est question il est question, alors, de ça, et c'est votre première nouvelle, donc vous ouvrez le recueil avec ça s'appelle Covidium, et le côté fantastique, c'est l'incinération. Dans la réalité, les gens, bien sûr, ne sont pas incinérés. Oui. C'est ce côté-là qui est un peu le côté fantastique. Ça aurait pu exister, hein, c'est-à-dire... Ça aurait pu exister, bien sûr. Et la fosse commune. La fosse commune, c'est entre le vrai et le faux. Ça pouvait aussi... Ça pouvait exister, Ça pouvait aussi exister. Alors, vous situez la date, hein, c'est le 12 de avril 2023, et l'heure, il y a une précision, et il y a cette indication, c'est la Kentia. Kentia, oui. La Kentia, c'est une plante. C'est une plante, un petit genre de palmier nain, un petit peu. Oui, le palmier nain, qui devient presque un personnage important dans cette nouvelle. Ce n'est pas un élément de décor, mais... Oui, je voulais, au lieu de me rabattre sur un animal familier, avec le personnage dont on ne connaît pas le sexe, on comprend que c'est une vieille fille qui ne s'est pas mariée, mais elle n'a que cette plante pour l'accompagner dans son quotidien morne. Elle a perdu sa mère, elle a perdu son petit frère, elle a perdu son père avant l'épidémie. Et cette plante représente tout pour elle, même quand elle a l'intention à un certain moment de déménager, elle emporte le Kentia avec elle. Et puis il va servir le Kentia à quelque chose, Mbat. Oui, bien sûr. Il va servir à, disons, à être un terreau pour les sondes de la mer. De la mer, oui. Les sondes de la mer, une fois qu'elle se dit où est-ce que je vais la mettre, comme terreau pour... Oui. Alors, j'ai souligné une phrase que j'ai beaucoup appréciée, c'est « J'ai cessé de pleurer et de me lamenter bien avant le décès de ma mère, survenu il y a un peu plus de 8 mois. Ma mère n'est pas morte du virus. » Alors, comme introduction à une nouvelle qui parle de virus... C'est comme si vous nous dites, la mort, elle rôde, elle a toujours rôdé. Ce virus a emporté beaucoup de personnes, mais il y a des gens qui sont morts avant et qui vont mourir après. Donc, on est dans cet univers du cycle de la vie. Oui. Mais à ce moment-là, la question qui se pose, pourquoi le virus est central, c'est la thématique centrale de cette nouvelle. Alors qu'elle pouvait aussi être, le personnage principal pouvait être ce deuil qu'on fait de la maman. Le paradoxe, c'est que... il est beaucoup question de sa mère sur les premières pages. C'est ça, oui. Le paradoxe, c'est que sa mère n'est pas morte du virus. C'est ça. C'est ça le paradoxe. En pleine période d'épidémie, elle est morte avant. Elle est morte suite à un pénurie de médicaments. Un AVC. Un AVC parce qu'elle avait l'hypertension. L'hypertension et tout ça. Le Conversil, qu'elle n'avait pas trouvé, c'était quelque chose qui était facilement disponible à un certain moment, mais faute les pharmacies étaient fermées ou là, il y avait pénurie de médicaments et tout ça. C'est un peu paradoxal, justement. Alors que le virus,
a tout chamboulé. Mais son petit frère est mort du virus. Hein. C'est ça, oui. Oui, Son oui. père est mort Oui, avant oui, le oui, virus. avant. Mais sa mère n'est pas morte. du virus. Ça gravite. C'est-à-dire, Ça on est gravite. là, on est là dans un univers où le monde bascule pour le narrateur. Le monde bascule. Oui. Et la pire, en vous lisant, la pire des sanctions, c'est vous avez beau supplier les services sanitaires, les gendarmes ou les supplier pour pouvoir assister, pour pouvoir, Pour pouvoir enterrer sa mère. c'est ça, enterrer. Mais pas Ah, question, on lui ouais, ramène une petite il n'aura boîte pas qui a gain le de sang cause. de sa mère. Et c'était la réalité aussi. Les gens étaient absents durant le... Oui, oui, oui. Ça, c'est une réalité. c'est une On n'est pas réalité, dans le fantastique. Oui, et tous les cérémonies normales, qu'elles soient religieuses, même les mosquées vous fermez, les trucs. Oui, donc on c'était doit- ça. C'était ça l'univers de... En fait, Abdelkrim, c'est cette nouvelle, normalement, cette nouvelle, je la préparais comme un roman, Oui. avec beaucoup plus de personnages, avec des péripéties encore plus. Je la préparais comme un roman. Je ne sais pas si vous le savez ou pas. L'Institut français, depuis un certain nombre d'années, avait institué un concours de nouvelles fantastiques. Fantastique. Ouais. Depuis une dizaine d'années ou là un peu plus. Mais chaque année, dans le cadre de la nouvelle fantastique, le thème change. Oui. La première année, quand ils ont fait le concours, le thème c'était les noces. Ouais. Les noces, le zef, le mariage, le taxement. Oui, oui. Où j'ai participé, j'ai eu le 3e prix. Très bien. Elle est là, la nouvelle. Ouais. Le costume. Ah, Le costume. c'est ma meilleure. C'est ma préférée. Amélie Hadiki, C'est vraiment ma meilleure. Alors, mais on revient, Rien à- pardon. Pour revenir justement, pour revenir au Covid, le Covidium. Et puis, il y a quelques années, à 3 ans de ça, je pense, il y a eu un concours fantastique, mais parlant d'épidémie. Très C'était bien. le Covid. Très bien. Je reviens parce que vous avez cité quelque chose d'important, c'est les personnages. Alors, il y a en gras des indications. Vous donnez les noms des personnages dont vous allez parler dans cette première nouvelle. Donc, nous avons Issa. Et ça, c'est le petit frère qui est mort. qui est, lui, mort du virus. Incinérer un mort, de plus sans le laver, c'est de l'ordre du tabou extrême. Oui, d'abord, bien sûr. Ça, c'est le questionnement. Oui, on passe pas par c'est le la rituel, culture de... Oui, notre culture veut qu'on lave. Absolument. Bien sûr. Mais bon, en temps d'épidémie, En temps d'épidémie, c'est un nouvel ordre qui... c'est un nouvel ordre qui c'est un peu spécial. Qui Donc, bouscule- il y a qui une bouscule les parenthèse êtres. morbide qui fait que tout est mis sur le boisseau, tout est... Bien, nous sommes toujours donc avec notre ami Mohamed El Kurti qui nous vient de Mascara, qui a eu donc la gentillesse de se déplacer pour votre émission Empreinte qui parle du livre. Et nous évoquons maintenant donc son premier recueil de nouvelles, et ça s'appelle Nouvelles de l'inframonde, et c'est édité par Casbah Casbah. Édition. Nous arrivons à Mehdi. Mehdi, c'est le voisin. Le voisin dans un immeuble en face. En C'est pas le face. même immeuble où habite le personnage principal, oui. Et il est troublant, Mehdi. Mais un peu troublant, c'est un garçon mignon, très intelligent, mais le problème, il est Handicapé. handicapé. Et son handicap est dû à quoi? Dû à une Parce qu'on détérioration on le dit pas. Oui, je pense que c'est indiqué. Non, non, mais c'est pas il a- indiqué. C'est une détérioration des Des tissus, muscles, des des tissus, muscles et des- tout ça. Donc il est devenu grabataire. Donc voilà. Mais il garde sa tête. Il garde sa tête, il est tout seul, mais heureusement qu'il y a Hadi, la fille, la voisine Hadi, qui est la narratrice principale, qui de temps à autre se déplace chez lui parce qu'elle connaissait ses parents, elle connaissait ils se connaissaient, les parents se connaissaient. Et elle vient chez lui pour le nettoyer, pour lui préparer quelque chose, pour lui préparer des trucs et tout ça. On la prépare chez elle, ou là chez lui. Elle lui ramène des trucs à manger. Et il y a eu justement un dialogue pathétique entre eux. C'est quand même assez touchant quand tu lui demandes si elle voulait l'épouser. Vous touchez quand même à quelque chose aussi, je ne dirais pas de sacré, mais de tabou. Un petit De peu, tabou, oui, de tabou parce que oui, c'est vrai qu'on ne pense jamais à la situation de l'handicapé. Quelle vie peut-il avoir
Est-ce qu'il peut avoir une vie normale ou- Il y a C'est une vraiment- allusion, il y a Oui, une oui, allusion vous, à Belli qui vous peut- vous l'abordez, cette... Carrément. Vous l'abordez. Directement. Et c'est rare qu'on aborde ce sujet. C'est rare qu'on aborde ce sujet. Moi, ça m'a vraiment touché. Il y a non seulement le fait qu'il soit handicapé, mais il est plus jeune qu'elle. Oui. Frère Eliha. Très, oui. Oui, donc Lui accepte la différence accepte. d'âge. elle est choquée. Oui, elle est vraiment choquée. Mais le miracle s'est produit. Elle revient, elle va vers lui. Elle va vers lui. Mais là, on rentre dans le fantastique, on rentre oui. dans la fiction. On va pas déflorer Voilà. la fin. On laisse le lecteur le soin de le découvrir. Il y a Mais quelques personnages, il y a 5 personnages en tout, je crois. il y a 5 personnages tout aussi... les personnages, par contre, c'est vrai qu'ils sortent d'un univers, on va dire, qui ne peut naître que de la créativité de l'auteur. Mais moi, j'estime que c'est quand même proche d'une réalité qui peut et Qui aurait pu exister. qui aurait pu Ah oui, exister. c'est sûr, Absolument. sûrement. Nous arrivons à la deuxième, c'est le cycle. Là aussi, donc, vous embarquez le lecteur dans un univers qui est à la fois de l'ordre du fantastique, mais aussi qui part sur une base qui pouvait être réaliste. Alors là, pour cette nouvelle, je parlais de mon ami aveugle, Tabti Dahoula et tout ça, et un certain dessinateur Djabbar. On était un trio on avait travaillé ça comme un scénario de bande dessinée. Oui. Et on a même préparé les premières vignettes, les premières planches et tout ça. Dahoua, à l'époque, il pouvait voir, il pouvait même dessiner. Le Dahoua qui est devenu le jeune agrand, qui est devenu... Oui, non-voyant, Non, à l'époque, il voyait, il dessinait même. Il a même préparé des vignettes de cette nouvelle. Et il est question dans la nouvelle, il est question de... D'un écrivain. Non, je sais d'un écrivain, mais dans le décor, on va dire, dans le décor d'obscurité. L'obscurité est un élément important. La pièce où ils sont est toujours un peu plongée dans l'obscurité. Effectivement. Et Maison isolée. c'est à partir de là que tout découle. Oui, Hein? ça inspire l'obscurité, l'isolement Oui, du lieu. ça inspire les créateurs. C'est ça. Ça inspire les créateurs. Et déjà, le personnage principal, c'est un créateur. Oui. Il y a des éléments qui, chaque fois, changent, parce que c'est une histoire qui se répète, mais avec des petites différences. À chaque fois, c'est le même personnage, mais chaque fois, il est différent. Chaque fois, il est un peu différent. Oui. Il est même, la maison est la même, mais chaque fois, par exemple, dans la première, à un moment, il écoute une certaine musique. Oui. Les variations de Goldberg. Mais la première fois, il l'écoute sur un tourne-disque normal ou la mecharfana. Une deuxième fois, il l'écoute fait un CD. Mais les mêmes variations de Goldberg, il les écoute avec un autre orchestre. Donc chaque fois, une fois, on le voit marié, le même personnage, mais une deuxième fois, quand l'histoire se répète, fait un autre moment, une autre dimension, il n'est pas marié. C'est ça, oui. Il y a des petites différences. C'est pour ça le cycle se répète. C'est le cycle, par petite dose. Par petite dose. Ouais. Et nous arrivons à la troisième nouvelle, ça s'appelle Décalage Horreur. Là, on est dans le cinéma. Là, dans les fantastiques. Là, on est dans le fantastique. Avec une combinaison cinéma. Oui. Il y a de l'émotion, il y a un rythme. Ça, c'est une nouvelle. Il y a beaucoup de suspense. Al-Sahab al-Karim, c'est une nouvelle qui a été... moi, avec Tabti Dahoula, on avait envoyé chacun une nouvelle. À Radio France Internationale, c'était en 89 peut-être, ou là, 90, 89, 90. Elles ont été classées, non, 2 nouvelles ont été classées parmi les 50 premières nouvelles sur 1700 nouvelles. Oula. Parce que c'était c'est vrai qu'elle est, concours, elle est intense, elle est ouvert à tous les francophones, professionnels et amateurs. Donc c'était une bonne, elle a été bien reçue.
Je lis un passage, une frayeur absolue le submergeait lentement quand une ombre immense l'enveloppa. Une voix d'outre-tombe résonna à ses oreilles. On vous attend, c'est votre tour. Il y a de quoi troubler le lecteur. Ah oui. Et ça, dans un film, on est dans l'élément de fantastique. Une voix d'outre-tombe. Carrément. Ça, on est dans l'univers. Dans toutes mes interventions, là où je suis invité, officiellement, Flair Radio, quand je fais des bandes dédicaces, quand je parle, je suis toujours attristé où je me pose des questions sur pourquoi il n'y a pas de cinéma fantastique en Algérie, pourquoi il n'y a pas de littérature fantastique en Algérie, alors que ça foisonne des éléments qui peuvent faire un goulot. Disons qu'en Algérie, disons qu'en Algérie, on a une matière, en dehors du fantastique, on a une matière assez riche. Ça, c'est pour la littérature. Hein. Maintenant, pour le cinéma, c'est pas évident quand même. C'est un cinéma un peu plus difficile à réaliser, donc il faut des effets spéciaux. On peut faire des choix, je pense. Et puis, à mon avis aussi, c'est vrai qu'on connaît le monde de la sorcellerie, etc. Oui, pourquoi elle pas existe. en littérature, Il y a quand même des films. Ashok Say a fait un film, La sorcière, où ça s'appelle La vieille dame, etc., où il y a ces éléments de sorcellerie. Mais ça ne représente pas un courant. Non, il n'y a pas. Voilà. Le thriller n'existe pas encore. Le thriller aussi, effectivement. Bien. Alors, je continue. Donc, après qu'il ait entendu cette voix d'outre-tombe, le résonance sorcière, on vous attend, c'est votre tour. Et à la suite, il poussa un hurlement de terreur, ému par un instinct de survie, il se mit à courir comme un forcené entre les pins, le souffle court, le cerveau en feu et la raison disloquée. Vous êtes vraiment à l'aise dans cet univers fantastique. Hein? C'est le Vous avez certainement beaucoup lu de... Il y a Lovecraft. Je trouve que Lovecraft... Edgar Poe. H.P. Lovecraft, Edgar Poe. Dans le fantastique, on joue bizarre sur l'atmosphère qu'on crée avec les mots. C'est ça. Qualifiant avec Lovecraft, quelquefois je trouve qu'il fait dans l'excès même. Sincèrement, quelquefois je trouve qu'il fait dans l'excès à force d'utiliser des superlatifs ou des adjectifs ou des trucs. Mais c'est le mot on ne peut créer une atmosphère qu'avec un mot, de l'émotion qu'avec des mots. C'est toute la force de la littérature, je pense. Ah oui, c'est avec des mots. Alors, dans le décalage horreur. De l'horreur, c'est ça. Décalage horreur. Horreur. C'est un jeu de mots. Décalage horreur. Horreur et pas horaire. Et pas horreur. C'est un jeu de mots. Alors, dans le décalage horreur, vous faites une chute et là, vous nous plongez dans l'univers de cinéma. Mais c'est ça. C'est le producteur. Là, vous parlez des producteurs, mais ce type de producteur, c'est vraiment américain. Hein, c'est le producteur américain. Je vous lis le passage. C'est le réalisateur qui parle, je n'étais pas d'accord parce que vous n'avez pas voulu d'un autre acteur. Tu sais, c'est le producteur Amin qui ne voulait pas entendre parler. Il ne s'est embarqué dans le projet que parce que Jafar avait le premier rôle. C'est encore un non. Le public l'aime toujours et puis on ne va pas revenir là-dessus. L'ambulance présente sur la scène avait déjà emporté le corps. C'est-à-dire, nous sommes vraiment dans l'univers cinéma américain, c'est les producteurs qui décident. Ils décident de tout, ouais. Et tout film est monté d'abord, presque avant d'écrire le scénario, c'est le choix de l'acteur et l'actrice, de couple d'acteurs qui doivent être à l'affiche, et les noms des acteurs est plus important que celui du réalisateur. C'est sûr. Et pourquoi vous terminez la nouvelle avec cette ambiance cinématographique? It's what we call a twist of... c'est un clin d'œil. Oui, c'est un clin d'œil, c'est sûr. C'est un clin d'œil à ma cinéphilie, mais en même temps, que je voulais désamorcer le côté trop horrible de l'histoire, le côté trop macabre de l'histoire. Et je voulais revenir dans la réalité. C'est ça, on quitte la fiction, on revient dans la réalité. Parce que tout le lecteur est embarqué carrément dans un univers un peu morbide, un peu sinistre. Et puis on revient. Le problème, c'est que ça se termine par une tragédie, parce que le personnage principal est mort. C'est ça, l'ambulance, on emmène le corps. Mais je reviens quand même. C'est-à-dire,
twist, comment on appelle ça. C'est un cycle. Je les prends en contre-pied. En contre-pied, vous prenez tout le monde en contre-pied. Mohamed El-Kurti, donc, est là, il nous a pas pris en contre-pied, il nous raconte l'univers de ses nouvelles de l'inframonde, on bascule d'un univers à un autre, il fait référence à sa passion sur le cinéma, et on arrive à la nouvelle, mais alors qui? Très courte nouvelle. C'est pratiquement, je crois, 2 ou 3 pages. Oui, mais c'est une nouvelle. C'est une nouvelle. Short story, ce qu'on appelle, c'est il y a des spécialistes de ce genre d'écriture, de ce genre de nouvelles il y a même en Italie, qui écrit dans le fantastique, et pas que dans le fantastique, Dino Bisatti, qui a écrit Le désert des Tartares et tout, qui est spécialiste de la très courte nouvelle, qui quelquefois ne tient qu'en une page, 2 pages. Il y a bien Frédéric Brown aussi, qui écrit de la science-fiction et du fantastique, Tannick, qui est spécialisé dans la short story, la très courte nouvelle, short. Comme dans au cinéma, hein, il y a des courts-métrages fiction qui ne durent qu'un quart d'heure, donc 10 même minutes. Pas, même pas. Un quart d'heure, c'est long. Hein. Il y a qui ne durent que 2 minutes, 1 minute et demie. Short story, d'une page, 2 pages. Hein. Un peu comme dans l'équivalent dans la poésie, le haïku japonais. Il y a 3 lignes ou 4 lignes ou 2 lignes peut-être. Bien. Nous arrivons à la Zaouia. On est en hiver 1944. Le contexte et le décor sont placés. Nous sommes donc Deuxième Guerre mondiale. Oui. Et vous racontez donc... c'est un jeune Algérien qui était... votre personnage, un jeune Algérien qui a fait donc... qui a été enrôlé de force et qui se retrouvait, comme la plupart donc des Maghrébins, en Italie, à Monte Cassino. Voilà. Et c'est grâce à eux que ça a été... que les Français ont eu leur première victoire. La première victoire, oui. Oui, c'est une pratique. Le décalage horaire et la Zaouia sont les deux pratiquement inspirés par une seule histoire que j'avais entendue. Une histoire réelle, Sarat. Donc automatiquement, ce sont 2 nouvelles qui sont inspirées d'une seule histoire que j'avais entendue. Sma't biha Sarat, la région de Mascara. Après, vous avez bien sûr développé comme... J'ai développé Décalage horaire Roha et puis la Zaouia Roha. C'est un même personnage qui était revenu, un masqueré qui faisait la Deuxième Guerre mondiale, qui est revenu, qui en cours de route sera la histoire. C'est ce que je raconte. Alors, ce que j'ai aimé, c'est justement alors cet univers de guerre, etc., d'un Algérien qui a fait la Deuxième Guerre mondiale. Vous dites dans un passage, bientôt remontant une côte pas trop abrupte, je me retrouvais face à une construction en dur. Ce n'était pas une habitation, plutôt une zaouia, dédiée à quelques saints hommes. Mais où est-ce que je suis? C'est quand même une interrogation importante, je trouve, dans cette nouvelle. Parce que vous terminez presque la nouvelle en informant le lecteur, en faisant au lecteur. Il me fallut bien du temps pour redonner à mon cœur ses battements réguliers et à mes jambes le sens de la marche, parce qu'il y a eu une frayeur et elle a eu peur. Je levai les yeux en direction du ciel, la relation avec la Zaouia. Merci mon Dieu, merci. L'aube, oui l'aube, m'avait sauvé. Il s'en était fallu de peu pour que je me revoie aucune se lever. L'aube c'est le renouveau, l'aube c'est le ciel, c'est les lendemains meilleurs. C'est le sentiment d'avoir échappé à quelque chose. D'avoir échappé. Donc l'obscurité n'est plus. N'est plus. Il n'est plus dans le cauchemar, mais il est dans... le cauchemar, il n'est plus dans l'inframonde, dans la réalité macabre, oui. Ou la réalité macabre, si on veut. Donc, c'est le soulagement, c'est retrouver ses repères, c'est retrouver donc c'est la clarté. Donc, Et dans votre œuvre aussi, c'est votre éternel questionnement entre le cauchemar et le rêve. Qu'est-ce qui est réalité? Quelle différence? Vous n'en faites pas entre le rêve et la réalité? Le cauchemar? Le cauchemar, le rêve. Bon, cauchemar, c'est un rêve. C'est un rêve qui est noir, quoi, qui fait peur. Noir, qui fait peur, qui provoque une réaction du absolument, épidermique. Épidermique du rêveur et tout ça.
Le rêve, on a tendance à ne voir que le côté, quand on dit rêve, généralement, le rêve, c'est quelque chose de merveilleux, quelque chose de... Oui, mais en réalité... Mais peut-être macabre, bien sûr. Ouais, il devient cauchemar. Il devient cauchemar. Alors, nous arrivons à la nouvelle qui s'appelle Le Costume. Pour moi, c'est vraiment un morceau d'anthologie. Ça, je le vois vraiment en film. C'est beau, l'univers est fantastique, mais c'est vraiment magnifique, c'est bien raconté, il y a du rythme, il y a du suspense, il y a même de l'émotion. Et donc ça part de Haj Nourdine, et j'aime bien cette réplique, cela me faisait toujours drôle de m'entendre appeler le Hajj, alors que la foi avait déserté mon cœur depuis longues années. Oui. C'était Djilali, le vieux gardien du cimetière. On est toujours donc automatiquement avec des concepts ou des mots qui rappellent la mort. La mort, survivant, revenant. Il y a le sommeil. Parce que, c'est ça, le sommeil, il y a le cauchemar. Tout ça. Et l'histoire est vraiment fantastique dans la mesure où on peut la raconter de différentes manières, d'une manière réaliste, comme on peut la raconter en lui donnant des attributs de fantastiques. Parce que bon, il y a un couple qui se présente, deux vieux qui se présentent. Le Hajj Nourdine tient donc une boutique de tailleur. On lui demande un costume, et quand il demande à qui est destiné ce costume pour que je prenne des mesures, il dit non, c'est un cadeau. C'est un cadeau, et vous avez à peu près les mêmes mensurations. Donc au début il est un peu étonné, l'autre lui donne un chèque où il le paye une très bonne somme d'argent, il accepte il lui a dit, sauf que je le veux pour demain. Je le veux pour demain soir. Demain soir. Et il lui donne le lieu, une bâtisse qui se trouve à la sortie de la ville. Il se trouve cette bâtisse, comme par hasard, se trouve à côté du cimetière. Ouais. Et là, nous rentrons à ce moment-là dans cette fiction, moi, que je trouve fantastique. Carrément. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Parce que moi... Alors, Hadi, cette nouvelle n'est pas née comme les autres. Je l'écrivais pas. Je l'ai écrit si on veut, dans l'urgence, parce que là, c'était le premier concours. D'accord. Et vous avez eu le troisième prix. Le troisième prix, oui. Effectivement. C'est ça. Le troisième prix. Qu'est-ce que je peux en dire? Bon, ça représente un peu l'univers que j'affectionne. Vous aviez quel âge à l'époque d'écriture de cette nouvelle? Peut-être une dizaine d'années de moins. J'avais 58 ans, 57 ans. Parce que c'est vrai qu'il y a de tout. Il y a le fantastique, mais moi je trouve qu'il y a une très belle histoire d'amour avec Nourdine et Mina. Mina, oui, bien sûr. Je rappelle c'est pour qui ça s'est suicidé. Qui s'est suicidé, c'est pour ça qu'il s'est pas marié. On ne dit pas pour quelle raison. On ne dit pas pour quelle raison. Et c'est pour ça qu'il ne s'est pas marié, qu'il est ce vieux garçon. Ouais. Vieux garçon, parce qu'il ne pensait qu'à Mina, donc, et personne n'arrivait à la cheville de Mina. Donc, par fidélité à sa mémoire, il ne voulait pas se marier. Mais ils finissent par se marier. Ah, oui, apparemment. Magnifique, elle vient avec une robe blanche, mariée, et lui il met son costume. Ah oui, il met son costume en fer. Mais on ne va pas dire plus, Alors, il part de la mélancolie qui l'habite, la mélancolie qui est devenue sa deuxième compagne, dès qu'il pense à Mina, qu'il n'a jamais oublié. Et il dit, je m'enfonçais en même temps que ma peine, la période faste avait coïncidé avec l'âge d'or du plein emploi qu'avait connu notre région grâce à 2 grandes usines qui avaient élu domicile chez nous. Enfin, élu domicile, c'est vite dit, la décision en revenait au gouvernement. Donc ça, c'est le personnage qui oublie un peu, ou qui arrive un peu à oublier parce qu'il était pris par les commandes, le carnet de commandes qu'il avait en tant que tailleur. Le carnet de commandes bien étoffé, oui. Ouais. Moi, je suis vraiment... j'étais ébloui par cette nouvelle. Parce que sa réputation répétée, l'intrigue de plus en plus, on lui dit que tout le monde parle de vous,
on entendait parler de vous en tant que tailleur Oui, partout. Il n'en croyait pas, il est étonné. Quelle réputation. C'est comme s'il doutait que ça allait mal se terminer pour lui, mais au contraire, il a pu retrouver par votre trait, par votre écriture, il a retrouvé sa bien-aimée. Mais... Oui, elle offre, je pense qu'elle offre un bon... Mais il faut que, bien sûr, il faut qu'un réalisateur soit... C'est bon pour... Non, elle est très... c'est déjà scénarisé. Déjà carrément, scénarisé. Carrément. Donc, Ou mettre bench, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnages. Non. Surtout, c'est ramassé, c'est presque intimiste. C'est intimiste, c'est une question de lumière. C'est c'est un travail. C'est un travail sur la lumière, surtout. Un travail de lumière. Et nous arrivons à Une femme pour mon fils, où les mariés de l'an 2040, au lieu de les mariés de l'an 2000, donc toujours référence à deux films. L'un de l'Iran, Une femme pour mon fils, et l'autre, je ne me rappelle plus. Bon, c'est pas le plus important, mais ce qui nous intéresse, c'est la nouvelle de Mohamed El Kurti. Oui, c'est bien ça. Alors, cette nouvelle. C'est une nouvelle qui a obtenu le deuxième prix, un concours institué par Art et Lettres Naama Alger. Alger. Encore un prix. Un prix à deuxième prix. Ouais, vous avez de la chance avec les prix. Oui, je me rappelle. Alors, si vous parlez du temps, c'est de l'argent, et c'est quoi le secret de votre réussite avec les prix? C'est la qualité, allez, modestement. Alors, vous écrivez, le temps c'est le secret. Les gens n'avaient pas assez de temps pour chercher l'information adéquate, le renseignement utile. Alors, la boîte de Hakim se contentait de leur faire gagner des centaines d'heures précieuses. Vous donnez à Hakim, donc ce personnage, un emploi qui n'est pas commun, qui aide donc les gens à mieux... Donc, vas-y. Oui, son emploi, surtout, son job, c'est surtout de donner, de faire gagner du temps aux entreprises, faire gagner du temps aux boîtes. Il propose donc automatiquement de l'information. C'est ça, c'est donc comment utiliser, comment fructifier. Il fait gagner du temps. Donc, et les entreprises actuellement modernes, c'est surtout le temps qui manque. Donc, très bien. Ça passe vite avec vous parce que les nouvelles sont fantastiques, les nouvelles sont intéressantes, les nouvelles sont... Et donc on va terminer cette émission, chers amis auditeurs, avec notre questionnaire mer ou montagne? Mer. Le plat préféré? Le plat préféré, je dirais... Je ne sais pas, tout bêtement, un bon plat de couscous. C'est quoi la spécialité de Mascara en matière culinaire? En matière culinaire, le tam. On a tam, on a le rugag, on a le couscous, on a c'est tam, le rugag, c'est sur rugag. C'est rishta, c'est une autre... C'est le... Comment on appelle ça? C'est les trucs, ce qu'on appelle des mouchoirs. Des pâtes. Des pâtes. Très bien. Très bien. Le fruit. Poire. Les auteurs préférés, algériens et étrangers. Les auteurs préférés algériens, j'ai découvert tardivement Malek Haddad. C'est un choc, carrément, c'est un choc. Dernier, ça fait quelques années seulement. Malek Haddad, pour moi, c'est une sommité inégalable en Algérie. On va lui rendre bientôt hommage et tu serais invité pour parler de Malek Haddad. Et puis il y a Philippe Roth, il y a Romain Gary, il y a Richard Matheson, il y a Lovecraft, Edgar Poe, la littérature, Romain Gary, la littérature française, Philippe Roth, dans la littérature générale, mainstream américaine, Steinbeck. Très bien sûr. Steinbeck, incontournable. Et puis, il y a, il y a Dickens aussi, la littérature classique. Dickens, allez, une chanson que vous pouvez écouter en boucle. Peut-être les Pink Floyd, je pense. Je pourrais écouter, les Pink Floyd, Cohen, une chanson. Une chanson peut-être Wish You Were Here, des Pink Floyd. Ouais. On peut l'écouter sans... Ou la Comfortably Numb peut-être. Un chanteur algérien, votre chanteur préféré? Fergani.
Pas Fergani, non, attendez. J'aime bien Fergani, mais surtout Ghafour. Ghafour, j'adore. Ghafour, ouais. Ghafour, j'adore. Le Haouzi a chanté à la manière de Ghafour. L'expression que vous aimez, en arabe ou en français? C'est mes amis qui me disent, je répète souvent le mot... JCO, j'ai complètement oublié. Je répète ça souvent, j'ai complètement oublié. C'est pas une expression. Très bien. Le film que vous aimez? Que nous aimons. Que nous aimons, ouais. Nous nous sommes tant aimés. Bien. Mohamed Kurti, merci beaucoup. Merci d'être venu. Amis auditeurs, je vous dis au revoir. Merci. Je vous rappelle que l'émission est diffusée le dimanche de 22h à 23h. Bon week-end.